Oser le changement, de Chip Heath et Dan Heath. Traduit de l'anglais par Mark Rosenbaum, lu par François Delève. Préface de Frédéric Ray-Millet. Attention, ce livre n'est pas comme les autres. Il traite d'un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui fait partie aussi bien de notre quotidien professionnel que personnel. Ce sujet est le slogan de campagne d'un des principaux candidats à l'élection présidentielle française de 2012. J'ai nommé le changement. Depuis plus de 7 ans, j'interviens comme conseiller en management auprès de clients privés et publics de toute taille, de la TPE aux stars du CAC 40, et le changement est le sujet numéro 1 de toutes nos interventions. Il y a quelques années, un dirigeant d'une entreprise de 15 000 personnes me fit part de sa perception du changement en reprenant une citation de l'ouvrage Le Guépard de Lampedusa. « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. » Cette formulation, aussi saisissante soit-elle, n'est qu'un préambule à l'action. En effet, il ne suffit pas de formuler une volonté de changement pour qu'il s'incarne avec succès au quotidien. De fait, plus de 15 ans de pratique en conseil en management m'incitent à renverser la citation de Lampedusa. Rien ne change et rien ne reste tel quel. Voilà le problème numéro 1 du changement. Pourquoi est-ce que rien ne change alors que tout le monde est d'accord pour changer? Au fond, pourquoi est-ce si dur de changer? Les réponses à ces 2 questions fondamentales se trouvent dans le livre que vous écoutez. Switch, Oser le changement fait sans conteste partie de la catégorie des livres exceptionnels. C'est un livre d'actualité. Je vous défie de rencontrer quelqu'un en 2012 qui ne vous parlera pas de changement. Ce mot est dans tous les discours. Tendez l'oreille, vous verrez. C'est un livre de voyage sur la route du changement. J'ai été séduit par les 9 étapes proposées par les frères Heath. Chacune d'elles est simple à atteindre et dégonfle comme un ballon de baudruche la difficulté de changer. Comme tout livre de voyage, celui-ci est rassurant, car il trace un chemin précis et accessible. C'est un livre qui m'a fait vibrer, car il raconte de vraies histoires de changement. Toutes sont à la fois réelles, les auteurs ont effectué des interviews dans tous les secteurs pour montrer que le changement est possible partout, et émouvantes. Vous découvrirez d'ailleurs en lisant ce livre que les émotions sont un puissant déclencheur de changement. C'est un livre pour chacun de nous. Il vous confortera dans l'idée que le changement est à la portée de tous. D'ailleurs, une petite confidence de vous à moi, j'ai dû m'arrêter plus d'une vingtaine de fois durant la lecture de ce livre, car j'y trouvais sans cesse la description de situations personnelles et professionnelles vécues en 2011. J'aurais aimé lire et préfacer Switch, Oser le changement plus tôt. C'est un livre optimiste. Tout ne doit pas changer radicalement du jour au lendemain. La première étape consiste d'abord à identifier toutes les actions positives que vous entreprenez déjà et à les répéter le plus souvent possible. Paradoxalement, le changement passe aussi par la continuité. Reproduire ce qui marche bien est déjà un bon début. Enfin, c'est un livre rassurant, en lien avec la vraie vie, la nôtre. Les nombreux exemples de processus de changement décrits dans Switch, Oser le changement ne sont pas l'apanage de quelques leaders héroïques qui, touchés par la grâce divine, transforment avec succès leur entreprise. Switch, Oser le changement parle de gens ordinaires, inconnus, comme vous et moi, qui avec peu ou pas de moyens, peu ou pas de pouvoir hiérarchique, entament des processus de changement couronnés de succès. Voilà ce que j'aime par-dessus tout dans ce livre. Ce sont des histoires extraordinaires de gens ordinaires qui illustrent et soutiennent le propos des frères Heath. Quoi de plus motivant pour vous inciter à vous lancer? Mais attention, un changement réussi, ce n'est pas planifier des dizaines de réunions pour que les autres changent. Le changement passe d'abord par vous, que vous décidiez de changer le monde ou votre tour de taille. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Un long voyage commence par un premier pas. Alors osez le changement, avec ce livre comme carnet de route. Frédéric Ray-Millet, président d'Eti Consulting. Introduction.
3 surprises à propos du changement. 1. Un problème de personne ou d'habitude se confond souvent avec un problème de situation. Un samedi de l'an 2000, dans un cinéma des environs de Chicago, un film d'action de Mel Gibson avait été projeté en tout début d'après-midi pour des spectateurs à qui l'on avait offert une boisson sans alcool et un gobelet de pop-corn. On leur avait simplement demandé en échange de bien vouloir rester après la projection pour répondre à quelques questions. Ces cinéphiles allaient, sans le savoir, participer à une étude sur l'irrationalité de leur comportement alimentaire. Le pop-corn qui leur avait été offert était un peu spécial. Il était de très mauvaise qualité. On avait même soigneusement veillé à ce que ce pop-corn soit particulièrement mauvais. On l'avait fait éclater 5 jours plus tôt, et il était tellement rassis qu'il grinçait sous la dent. Un des spectateurs allait d'ailleurs le comparer au polystyrène, et 2 autres, oubliant qu'ils l'avaient eu gratuitement, allaient exiger qu'on les rembourse. Certains avaient reçu un gobelet de taille moyenne, d'autres de grande taille, autant dire un véritable seau. Chaque personne avait reçu le sien, afin de ne pas avoir à le partager. Une seule question intéressait les organisateurs: est-ce que les individus qui avaient reçu un grand gobelet allaient manger plus de pop-corn que les autres? Le format moyen était déjà tellement grand que personne n'était censé pouvoir venir à bout de sa portion de pop-corn. La question que se posaient les chercheurs était donc, en réalité, un peu plus précise. Un spectateur disposant d'une énorme ration inépuisable de pop-corn allait-il en consommer davantage qu'un spectateur disposant d'une ration inépuisable, mais plus petite? Les chercheurs avaient pesé les gobelets avant et après le film, afin de pouvoir mesurer avec précision la quantité de pop-corn ingurgitée par chaque spectateur. Les résultats ont été stupéfiants. Ceux qui avaient reçu des grands gobelets de pop-corn avaient mangé en moyenne 53% de plus que ceux qui avaient reçu des gobelets de taille moyenne. Ils avaient donc absorbé 173 calories de plus, et cela représentait à peu près 21 poignées de pop-corn supplémentaires. L'auteur de l'étude en question, Brian Wansink, qui dirige un laboratoire sur les comportements alimentaires, le Food and Brand Lab de l'université Cornell, a présenté les résultats dans son ouvrage « Conditionnés pour trop manger ». Nous avons mené d'autres études sur le pop-corn, et les résultats sont toujours les mêmes. Quels que soient les détails que nous modifions, peu importe que nos spectateurs vivent en Pennsylvanie, dans l'Illinois ou dans l'Iowa, et peu importe le genre de film qu'ils regardent, toutes nos études aboutissent à la même conclusion. Les gens mangent davantage quand on leur donne une plus grosse ration. C'est tout. Aucune autre théorie ne peut expliquer ce comportement. Ces personnes ne mangeaient pas par plaisir. Le pop-corn était rassis et désagréable à manger. Ils n'étaient pas poussés par le désir de terminer leur gobelet. Les 2 types de gobelets étaient impossibles à terminer. Peu importait qu'ils aient faim ou qu'ils soient rassasiés. La règle est intangible. Celui qui dispose d'une plus grande portion mange plus. Encore mieux, ces spectateurs ont refusé de croire à ces résultats. À l'issue de la projection, après leur avoir fait part de leurs constatations, les chercheurs leur ont demandé s'ils pensaient avoir consommé davantage de pop-corn en raison de la plus grande taille du gobelet. La majorité d'entre eux ont trouvé cette idée ridicule. On a entendu des réactions comme « On ne me fera pas avaler ça » ou « Je sais très bien à quel moment je n'ai plus faim ». Imaginons que l'on vous présente ces résultats sans vous informer des 2 types de gobelets. Vous pourriez alors constater que tout le monde n'a pas consommé la même quantité de pop-corn, et que certains, même, semblent avoir voulu tester les limites physiques de l'estomac humain. Fort des données à votre disposition, vous arriveriez facilement à la conclusion que certains mangent raisonnablement, tandis que d'autres sont des goinfres. Un spécialiste de la santé publique qui se pencherait sur les mêmes données s'inquiéterait sans doute de la situation des goinfres. Nous devons inciter ces gens à adopter un comportement alimentaire plus sain. Tâchons de leur faire prendre conscience des dangers d'une telle suralimentation. Pas si vite. Si l'on souhaite que les gens mangent moins de pop-corn, la solution est simple. Leur donner des gobelets plus petits, sans avoir besoin de s'inquiéter de leur connaissance ni de leur comportement. On voit ainsi comme il serait facile de faire d'un problème simple, réduire la taille des gobelets, un problème difficile, amener les gens à penser autrement.
C'est notre première surprise en matière de changement. Ce qui semble un problème de personne ou d'habitude est souvent, en réalité, un problème de situation. 2. L'épuisement ressemble beaucoup à de la paresse. Ce livre a été écrit pour vous aider à réaliser des changements. Nous allons étudier le changement à tous les niveaux. Au niveau de l'individu, de l'organisation et de la société. Peut-être aimeriez-vous aider votre frère à surmonter sa dépendance au jeu. Peut-être souhaitez-vous que vos salariés adoptent un comportement plus modéré en raison de la situation du marché. Peut-être voudriez-vous que davantage de vos voisins se rendent à leur travail à vélo. Le plus souvent, de tels sujets sont abordés séparément. Il y a les conseils en gestion des changements proposés aux dirigeants d'entreprise, les livres de développement personnel destinés au grand public et les manifestes pour changer le monde à l'attention des militants. C'est regrettable, car les efforts pour réaliser un changement ont tous un point commun. Quel que soit le changement envisagé, il s'agit de commencer à agir différemment. Votre frère doit s'abstenir d'aller au casino, et vos voisins doivent commencer à utiliser les transports en commun. En fin de compte, la question est toujours la même. Peut-on obtenir des gens qu'ils commencent à se comporter autrement? Nous anticipons votre objection. Les gens résistent au changement. Les choses ne sont pas aussi simples. Chaque jour, des bébés naissent, et de façon inexplicable, les nouveaux parents accueillent ce changement avec enthousiasme. Songez pourtant à l'ampleur d'un tel changement. Pourtant, ce changement considérable, personne ne tente de s'y opposer. Au contraire, les gens l'attendent. Dans notre existence, nous acceptons un grand nombre de changements décisifs. Des naissances, des unions, des déménagements, de nouvelles technologies et de nouvelles activités professionnelles. En même temps, dans d'autres domaines, nous avons toutes les peines du monde à modifier notre comportement d'un iota. Nous ne parvenons pas à arrêter de fumer. Nos enfants deviennent obèses. Et notre conjoint est décidément incapable de mettre lui-même sa chemise sale dans le panier à linge. Il faut donc croire que certains changements sont difficiles, tandis que d'autres paraissent plus faciles. Qu'est-ce qui les différencie? Dans ce livre, nous expliquons que les changements qui réussissent ont une caractéristique commune. Ils impliquent 3 choses à la fois. Nous en avons déjà mentionné une. Pour changer le comportement de quelqu'un, il faut changer sa situation. Bien sûr, tout ne se résume pas à la situation. On peut envoyer un alcoolique dans un centre de désintoxication et son nouvel environnement l'aidera à changer d'habitude. Cependant, qu'arrivera-t-il lorsqu'il quittera le centre et cessera de subir cette influence? Vous assisterez peut-être à un développement de la productivité de vos commerciaux au moment où le directeur des ventes les surveillera de près. Mais que se passera-t-il ensuite, quand la situation redeviendra normale? Le problème, c'est que le cœur et l'esprit sont souvent en désaccord, et ce désaccord est souvent extrême. Prenez par exemple le réveil Clocky. Inventé par une étudiante du MIT, Gauri Nanda, ce réveil n'est pas ordinaire. Il est muni de roues. Le matin, il sonne à l'heure que vous avez programmée, puis se met à rouler, tombe de votre table de nuit et roule dans tous les sens en continuant d'émettre des sons stridents qui vous obligent à lui courir après. Avec le réveil Clocky, vous avez la certitude de ne pas vous rendormir quand l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et il semble que ce problème concerne beaucoup de monde. Dans les 2 ans qui ont suivi la mise sur le marché de ce modèle, près de 35 000 réveils Clocky ont été vendus aux États-Unis à $50 l'unité, environ 40 €. Et ce, malgré des moyens publicitaires très limités. Pour que les gens changent, il faut qu'une influence s'exerce non seulement sur leur environnement, mais aussi sur les cœurs et les esprits. Le succès de cette invention est révélateur de la psychologie humaine. C'est la preuve fondamentale que nous sommes schizophrènes. Il y a en nous un être, notre être rationnel, qui veut se lever à 6 heures pour pouvoir prendre son temps
et faire un peu de sport avant de commencer sa journée de travail. Et il y a un autre être en nous, notre être émotionnel, qui ne désire rien tant que pouvoir dormir encore un peu dans la douceur des draps et des couvertures. Si votre côté émotionnel a tendance à l'emporter, alors vous faites partie des acheteurs potentiels de Cloky. Ce qui est bien avec cet appareil, c'est qu'il permet à votre côté rationnel de prendre le dessus. Il est tout simplement impossible de continuer à se prélasser sous la couette pendant qu'un réveil intrépide court dans toute la pièce. Pour ne pas mâcher nos mots, Cloky n'est pas un produit pour les gens équilibrés. Cette schizophrénie, naturellement présente en nous, est une chose bien étrange. Mais nous n'y pensons pas souvent car nous y sommes habitués. Quand nous décidons de nous mettre au régime, nous jetons les petits biscuits salés et sucrés, car notre être rationnel sait bien qu'autrement, lorsque notre être émotionnel est en proie à une fringale, nous n'avons aucune chance de nous retenir. La seule chose à faire est d'écarter la tentation. La conclusion est inévitable. Notre cerveau n'est pas d'accord avec lui-même. Le cerveau vu par les psychologues. En psychologie, on considère que le cerveau est constitué de deux systèmes indépendants qui fonctionnent simultanément à tout moment. 1. Il y a d'abord ce que nous appelons le côté émotionnel. C'est notre partie instinctive, celle qui ressent la douleur et le plaisir. 2. Puis, il y a notre côté rationnel, appelé aussi le système réflectif ou conscient. C'est la partie qui réfléchit, analyse et anticipe. Ces dernières décennies, les psychologues ont beaucoup appris sur ces deux systèmes. Mais bien entendu, la tension entre ces deux systèmes est une chose connue depuis longtemps. Platon disait que nous avions dans notre tête un attelage composé de deux chevaux, dont l'un se cabre et que le fouet et l'aiguillon ensemble maîtrisent difficilement. Freud a parlé d'un ça égoïste et d'un surmoi consciencieux, et d'un moi faisant office d'intermédiaire entre les deux. Plus récemment, les économistes comportementalistes ont parlé de planification et d'exécution. Pour nous, cependant, cette tension ne se reflète nulle part mieux que dans une analogie proposée par Jonathan Haidt, psychologue à l'Université de Virginie, dans son magnifique ouvrage « The Happiness Hypothesis ». Selon Haidt, notre côté émotionnel est un éléphant et notre côté rationnel est son conducteur. Perché au sommet de son animal, le conducteur tient les rênes et semble être le maître. Cependant, le contrôle qu'il exerce est précaire, compte tenu de sa taille si petite par rapport à celle de l'éléphant. En cas de désaccord sur la direction à prendre, le conducteur est toujours perdant. Face à sa monture de 6 tonnes, il ne fait pas le poids. La plupart d'entre nous ne connaissent que trop bien ces situations dans lesquelles notre éléphant l'emporte sur notre conducteur. C'est sans doute votre cas, s'il vous est déjà arrivé par exemple de rester trop longtemps au lit, de trop manger, de téléphoner à votre ex à minuit, de tergiverser, d'essayer en vain d'arrêter de fumer, de sauter une séance de sport, de vous emporter et de prononcer des paroles que vous avez regrettées par la suite, d'abandonner les cours d'espagnol ou de piano, de refuser de prendre la parole en public parce que la peur vous domine, etc. Heureusement, personne ne compte les points. L'éléphant, c'est-à-dire la partie émotionnelle et instinctive de nous-mêmes, présente une faiblesse évidente. Sa paresse, son côté capricieux, cette tendance à toujours préférer le profit immédiat, la crème glacée, aux dépens du bénéfice à long terme, mincir. Quand les efforts pour changer échouent, c'est généralement la faute de l'éléphant, sachant qu'il s'agit le plus souvent de consentir des sacrifices à court terme pour des bénéfices à long terme. Nous limitons nos dépenses aujourd'hui pour présenter un meilleur bilan l'année prochaine, ou nous renonçons à une crème glacée aujourd'hui pour avoir une meilleure silhouette l'année prochaine. Nous sommes souvent incapables de changer, parce que le conducteur qui est en nous ne parvient pas à maintenir l'éléphant sur la bonne trajectoire jusqu'à destination. À l'envie de gratification immédiate de l'éléphant s'oppose la force du conducteur, qui est sa capacité de penser sur le long terme, de prévoir et de planifier.
tout ce que votre chien ou votre chat ne sait pas faire. Ce qui peut cependant vous surprendre, c'est le fait que l'éléphant aussi ait des points forts remarquables, et le conducteur, des points faibles paralysants. L'éléphant n'est pas toujours le coupable. Il représente aussi l'amour, la compassion, la sympathie et la loyauté. Cet instinct féroce avec lequel vous protégez ceux que vous aimez, c'est l'éléphant. Cette force que vous sentez en vous quand vous vous levez pour défendre vos propres intérêts, c'est aussi l'éléphant. Plus important encore, quand on envisage un changement, c'est grâce à l'éléphant que les choses se font. Progresser vers un but, qu'il soit noble ou pas, suppose l'énergie et le dynamisme de l'éléphant. Cette force est l'image inversée de la grande faiblesse du conducteur. Le conducteur a tendance à trop analyser et à réfléchir au lieu d'agir. Vous connaissez sûrement des gens qui ont ce problème. Une amie qui peut passer 20 minutes à hésiter sur le menu du dîner, ou un collègue qui peut réfléchir pendant des heures à de nouvelles idées mais qui semble incapable de prendre une décision. Si vous voulez changer les choses, il vous faut l'un et l'autre, le conducteur et l'éléphant. Le conducteur prévoit et dirige, l'éléphant fournit l'énergie. Par conséquent, si vous savez stimuler le conducteur chez vos collaborateurs, mais pas l'éléphant, ils auront une bonne compréhension de la situation, mais ils n'auront pas la motivation nécessaire. Si vous savez stimuler l'éléphant, mais pas le conducteur, ils seront passionnés, mais leur énergie ne sera pas canalisée. Dans un cas comme dans l'autre, ce déséquilibre peut être paralysant. La nourriture, une tentation épuisante. Quand l'éléphant et le conducteur sont en désaccord sur la direction à suivre, un problème se pose. Le conducteur peut s'y retrouver temporairement. Il peut tirer sur les rênes assez fort pour que l'éléphant se soumette. C'est ce que vous faites quand vous utilisez votre volonté. Mais il ne peut dominer longtemps l'animal, car il s'épuise vite à ce jeu. Pour pouvoir nous faire une opinion claire sur ce sujet, examinons le comportement des étudiants de premier cycle ayant participé à une étude sur la perception de la nourriture. On leur avait demandé de ne rien manger durant les 3 heures précédant l'expérience. On les avait ensuite fait entrer dans une pièce où régnait une odeur appétissante de biscuits au chocolat. Sur une table, située au centre de la pièce, étaient disposés 2 bols. L'un contenait des chocolats et des biscuits aux pépites de chocolat encore tièdes. L'autre contenait des radis. Les chercheurs avaient expliqué aux étudiants qu'ils avaient choisi 2 types d'aliments présentant des goûts très distincts. Le lendemain, on allait les interroger sur le souvenir qu'ils auraient des sensations éprouvées en les mangeant. Les chercheurs ont demandé à la moitié des étudiants de manger chacun 2 ou 3 biscuits et des chocolats, mais pas de radis. Aux autres, ils ont demandé de manger 2 ou 3 radis, mais pas de biscuits ni de chocolat. Les chercheurs ont ensuite quitté la pièce avec l'idée quelque peu sadique de tenter les malheureux étudiants condamnés à se contenter des radis, alors que leurs camarades savouraient les biscuits chauds. Il va sans dire que ceux qui avaient droit aux friandises n'avaient pas trop de difficulté à résister aux radis. Malgré la tentation, tous les participants ont respecté les règles. Aucun des étudiants censés manger les radis n'a subtilisé la moindre pépite de chocolat. La volonté en action. Officiellement, c'était la fin de l'expérience. D'autres chercheurs sont arrivés pour mener une étude censée ne pas présenter de lien avec la précédente. Il s'agissait de comparer l'aptitude à résoudre des problèmes entre des étudiants et des lycéens de classe terminale. Il s'agissait, en fait, d'inciter les étudiants à bomber le torse et à prendre au sérieux la tâche suivante. Les chercheurs ont présenté aux étudiants une série de problèmes consistant à tracer des formes géométriques compliquées, sans croiser les lignes ni lever le crayon. Ils leur ont fourni de nombreuses feuilles pour qu'ils puissent recommencer autant de fois qu'ils le voulaient. En réalité, ces problèmes étaient conçus pour être sans solution. Il s'agissait de voir combien de temps les étudiants allaient persévérer dans une tâche éprouvante et frustrante avant d'abandonner. Les étudiants qui avaient eu droit aux biscuits au chocolat et qui n'avaient donc pas été soumis à la tentation
ont abandonné en moyenne au bout de 19 minutes et après 34 essais infructueux. Les mangeurs de radis ont été moins persévérants. Ils ont abandonné au bout de 8 minutes en moyenne, soit moins de la moitié du temps passé par les mangeurs de biscuits, et après seulement 19 tentatives. Pourquoi ce découragement si rapide? La réponse a de quoi surprendre. Ils ne se contenaient plus. Des études comme celle-ci ont permis aux psychologues de constater que la maîtrise de soi était une ressource épuisable. C'est comme les tractions sur un appareil de gymnastique. La première traction est facile, mais à chaque répétition, vos muscles sont un peu plus fatigués. Et vous finissez par ne plus pouvoir soulever la barre. Les mangeurs de radis avaient épuisé leur capital de maîtrise de soi en résistant à la tentation des biscuits. Lorsque leur éléphant, de manière inévitable, a commencé à s'impatienter, « C'est trop difficile, c'est fatigant, je n'y arrive pas », leur conducteur n'a plus trouvé la force de tenir les rênes plus de 8 minutes. Quant aux mangeurs de biscuits, leur conducteur était en pleine forme, ce qui lui a permis de maîtriser l'éléphant pendant 19 minutes. La maîtrise de soi est une ressource épuisable. Voilà un constat fondamental. Quand nous parlons de maîtrise de soi ou de self-control, ce n'est pas au sens précis du terme, comme pour désigner la volonté de lutter contre un vice, le tabac, l'alcool ou les biscuits. Nous parlons d'une forme plus générale de supervision de soi. Songez à la façon dont fonctionne votre mental quand vous recadrez un employé, quand vous montez une étagère ou quand vous apprenez une nouvelle danse. Vous êtes attentif aux mots que vous employez ou aux mouvements que vous effectuez. Quelqu'un supervise la tâche. La maîtrise de soi, c'est aussi ça. Comparez cela avec toutes les situations dans lesquelles votre comportement ne paraît pas supervisé. Quand vous conduisez, par exemple, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous souvenir des derniers kilomètres que vous avez parcourus. Quand vous prenez une douche, ou lorsque vous préparez votre café du matin, vous accomplissez des gestes machinalement, tout en pensant à autre chose. Une grande partie de ce que nous faisons dans la journée est, pour ainsi dire, plus automatique que supervisée. Et c'est très bien ainsi, car les tâches supervisées sont les plus éprouvantes. De nombreuses études montrent que l'autosupervision est épuisante. Ainsi, quand les gens sont confrontés à des choix et à des dilemmes, comme dresser la liste des invités à un mariage ou choisir un nouvel ordinateur, ils présentent généralement une moins bonne aptitude à résoudre les problèmes. Dans une étude, on a demandé à la moitié des sujets de refouler leurs émotions pendant que leur était projeté un film démoralisant montrant des animaux malades. À l'autre moitié, on a demandé de laisser libre cours à leurs émotions et de ne pas refouler leurs larmes. Après la projection, on a constaté que les membres du premier groupe avaient moins d'endurance physique que ceux du second groupe. Les études montrent que nous perdons le contrôle de nous-mêmes dans des situations très diverses. Quand nous contrôlons l'impression que nous donnons aux autres, affrontons la peur, contrôlons nos dépenses, ou essayons de nous concentrer sur une instruction simple, comme par exemple « ne pensez surtout pas à un ours blanc », etc. Pourquoi ce constat est-il important? Lorsqu'on essaye de changer, on s'efforce généralement de modifier des comportements qui sont devenus automatiques. Et cela suppose une supervision attentive de la part du conducteur. Or, ce qui flanche quand on perd la maîtrise de soi, c'est la force mentale nécessaire pour penser de façon créative, pour se concentrer, pour réfréner ses pulsions et pour persévérer sans se laisser décourager par la frustration ou par l'échec. En d'autres termes, ce qui flanche, c'est précisément ce dont on aurait besoin pour réaliser un grand changement. Il est par conséquent faux de dire que le changement est difficile parce que les gens sont trop paresseux ou parce qu'ils résistent trop au changement. C'est l'inverse. Le changement est difficile parce que les gens s'épuisent. C'est la deuxième surprise concernant le changement. Ce qui passe pour de la paresse est souvent de l'épuisement.
Pour que le changement soit facile, il faut une coordination des mouvements entre l'éléphant et le conducteur. 3. La résistance découle souvent d'un manque de clarté. Quand l'éléphant l'emporte sur le conducteur. Jon Stegner était convaincu que la société pour laquelle il travaillait, une grosse manufacture, gaspillait de l'argent en grande quantité. J'ai pensé que nous avions la possibilité de réduire les coûts d'achat d'environ 1 milliard d'euros sur les 5 prochaines années, aurait déclaré Stegner, selon John Kotter et Dan Cohen, dans leur ouvrage The Heart of Change. Pour réaliser ces économies, un changement important s'imposait. Stegner savait qu'il lui fallait convaincre son patron. Il savait aussi que la direction n'entreprendrait jamais ce changement si elle n'y croyait pas. À la recherche d'un exemple convaincant, qui puisse démontrer que de mauvaises habitudes avaient lieu dans l'entreprise, Stegner chargea un étudiant en stage d'été d'enquêter sur un simple petit détail, les gants portés par les ouvriers. Cet étudiant entreprit d'identifier tous les types de gants utilisés dans les différentes usines et de calculer combien cela leur coûtait. Il a bientôt pu établir que les unités de production achetaient 424 modèles de gants différents. En effet, on s'adressait à différents fournisseurs et les prix étaient négociés de façon séparée. Ainsi, une même paire de gants qu'une usine payait 5 $ pouvait être payée 17 $ par une autre usine. Plus le changement envisagé est important, plus l'effort entraînera une perte de maîtrise de soi. À la demande de Stegner, ce stagiaire s'est procuré un spécimen de chacun des 424 modèles de gants et a collé sur chaque paire une étiquette mentionnant le prix payé. Ensuite, Stegner a posé en tas toutes ces paires de gants sur la table de la salle de réunion du conseil de direction. Puis il a invité l'ensemble des directeurs des divisions à visiter cette exposition très particulière. Il raconte. Nos directeurs se sont retrouvés devant une grande table où trônait un énorme tas de gants. Ils ont contemplé ce spectacle pendant 1 minute, puis ils ont commencé à poser des questions. Nous achetons vraiment tous ces modèles de gants? Eh bien, en fait, oui. Vraiment? Oui, vraiment. Ils se sont alors intéressés aux étiquettes. 2 paires de gants paraissaient identiques. Et cependant, l'une coûtait 3,22 $ et l'autre 10,55 $. Il est normalement rare que ces gens ne trouvent rien à dire, mais ce jour-là, ils en sont restés bouche bée. Dans les jours qui ont suivi, cet empilement de gants est devenu une exposition itinérante. Dans chaque usine, elle a suscité des réactions viscérales. « C'est dingue! Nous sommes dingues! Il faut faire en sorte que cela ne se produise plus !» Stegner a rapidement obtenu carte blanche pour réaliser le changement voulu. La compagnie a changé ses habitudes en matière d'achat et a économisé beaucoup d'argent. Un résultat heureux que tout le monde souhaitait. Sauf bien sûr les vendeurs de gants, qui avaient réussi à leur vendre 17 $, des gants qui valaient 5 $. Soyons francs. La majorité d'entre nous n'aurait pas osé faire ce genre d'expérience. Nous aurions trouvé plus facile de nous adresser simplement au conducteur plutôt qu'à l'éléphant. Nous aurions préparé de beaux tableaux, des méthodes pour réduire les coûts, des recommandations concernant le regroupement de l'offre et la centralisation des achats. Stegner, lui, a préféré déverser un tas de gants sur une table et inviter les dirigeants de sa société à venir les contempler. Un bel exemple de courage de la part d'un cadre d'entreprise. Stegner savait qu'il ne pourrait faire changer les choses qu'à condition de mettre l'éléphant de ses collègues de son côté. S'il avait fait appel à leur rationalité, il aurait probablement obtenu des hochements de tête approbateurs, et les directeurs auraient sans doute demandé la tenue d'une réunion de suivi dans 6 semaines, pour ensuite la reporter. Les collègues de Stegner auraient admis qu'une modification du système des achats s'imposait, et que ce serait un important projet pour l'année suivante. Ne l'oubliez pas, si vous sollicitez le conducteur qui est en chacun de vos collègues, mais pas leur éléphant, ils comprendront quel est l'objectif souhaitable, mais ils n'auront pas la motivation nécessaire pour l'atteindre. Comme on l'a vu, le conducteur peut maîtriser l'éléphant pendant un moment, mais il ne peut prolonger longtemps son effort. En revanche,
Dès que vous sollicitez les émotions, le changement se réalise. Stegner a bousculé un peu ses collègues, il leur a ouvert les yeux. Ils ont d'abord pensé « nous sommes dingues », puis ils ont pensé « nous pouvons arranger cela ». Chacun a pu trouver une idée pour tenter de résoudre ce problème de gants, et par extension, le problème du processus d'achat dans son ensemble. C'est ainsi que les éléphants se sont mis en marche. On ne s'attend généralement pas à ce qu'une histoire de changement dans laquelle des millions de dollars sont en jeu se présente sous cette forme. L'effort en direction du changement est venu d'un seul salarié, qui s'est fait assister d'un simple stagiaire. Il a suffi de s'intéresser à un unique accessoire. La démonstration ne ressemblait en rien à l'objectif proposé, et pourtant, la méthode de Stegner a été efficace. C'est là le pouvoir d'un discours qui s'adresse à la fois au conducteur et à l'éléphant. Quand le conducteur immobilise l'éléphant. Il est vrai qu'un éléphant indocile peut mettre en échec une tentative de changement. Mais n'oublions pas que le conducteur a ses propres problèmes. Il est nombriliste, il analyse trop et il fait du surplace. Quand il n'est pas sûr de la direction à prendre, il a tendance à obliger son éléphant à tourner en rond. Comme on va le voir, cette tendance est ce qui explique la troisième et dernière surprise à propos du changement. Ce qui semble être de la résistance n'est souvent qu'un manque de clarté. Deux chercheurs et enseignants en médecine de l'Université de Virginie-Occidentale, Steve Boose Butterfield et Bill Reger, ont réfléchi à un moyen d'inciter les gens à manger plus sainement. Grâce à de précédentes recherches, ils savaient que les gens ont plus de chances de changer leurs habitudes quand ils ont une perception très claire du nouveau comportement à adopter. Malheureusement, manger plus sainement est tout sauf un objectif concret. Par où fallait-il commencer? Quel aliment fallait-il cesser de manger ou commencer à consommer? Fallait-il changer ses habitudes au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner? À la maison, au restaurant? Il existe un nombre illimité de façons de manger plus sainement. Surtout si l'on songe à la situation de départ de l'Américain moyen. C'est précisément le genre de situation dans laquelle le conducteur aura tendance à faire du surplace, à analyser et à se tourmenter sans jamais aller de l'avant. En y réfléchissant, ces deux chercheurs ont repensé au lait. La plupart des Américains en consomment, et comme nous le savons tous, le lait est une abondante source de calcium. Cependant, dans le menu type des Américains, le lait est aussi la plus grande source de graisse saturée. Des calculs ont permis une observation remarquable. Si les Américains remplaçaient le lait entier par du lait à 1%, ce qui correspond à peu près à notre lait demi-écrémé, leur régime type cesserait tout de suite de dépasser les niveaux de graisse saturée recommandés par les autorités sanitaires. Comment arriver à ce que les Américains se mettent à consommer un lait écrémé? Faire en sorte que ce lait soit dans leur réfrigérateur. Cette réponse est moins facétieuse qu'on pourrait le croire. Les gens boiront ce qui leur tombera sous la main. Une famille peut adopter le lait écrémé aussi vite que le lait entier. Le problème était donc encore plus facile à résoudre que ce que l'on aurait pu anticiper. Il n'était pas nécessaire de changer les habitudes en matière de consommation, il suffisait de changer les habitudes en matière d'achat. Ainsi, tout devient bien plus clair. Quel changement comportemental était souhaité? Celui que les consommateurs achètent du lait écrémé. Quand et où? Au moment où ils font leurs courses, dans les magasins. Que changer d'autre? Rien, pour l'instant. Reger et Boose Butterfield lancèrent une campagne de publicité dans 2 secteurs en Virginie-Occidentale, avec des spots télévisés, des annonces dans la presse locale et à la radio pendant 2 semaines. Contrairement à la plupart des campagnes de santé publique, avec leurs messages insipides, celle-ci était percutante et précise. Une des annonces expliquait qu'un verre de lait entier contient la même quantité de graisse saturée que 5 tranches de bacon. Lors d'une conférence de presse, les chercheurs montrèrent aux journalistes un tube rempli de graisse. C'était l'équivalent de la quantité de graisse contenue
dans 2,2 litres de lait entier. Notez la façon dont les chercheurs sollicitent l'éléphant. Redger et Booth Butterfield enregistrèrent les statistiques de vente de lait dans les 8 magasins situés à l'intérieur du secteur étudié. Avant leur campagne, la part de marché du lait écrémé était de 18%. Après la campagne, elle a grimpé à 41%, et 6 mois plus tard, elle se stabilisait à 35%. Cela nous conduit à notre dernière remarque concernant le moyen de réussir un changement. Il faut donner aux gens une direction parfaitement claire. Vous comprenez à présent l'importance de ce principe. Il s'agit d'éviter que le conducteur fasse du surplace. Imaginez que l'on demande aux gens d'adopter des habitudes plus saines. Songez aux diverses manières dont ils pourraient interpréter cela. Le conducteur en eux ne finirait pas de se demander: dois-je manger davantage de céréales et moins de viande? Ou le contraire? Dois-je prendre des vitamines? Et si je fais plus d'exercice, puis-je en contrepartie m'offrir une glace? Vaut-il mieux boire du cola light? Ou l'édulcorant est-il pire que les calories? Ce qui semble être de la résistance n'est souvent qu'un manque de clarté. Avant cette étude, on aurait pu penser que ces habitants de la Virginie occidentale étaient des gens qui ne se souciaient pas particulièrement de leur santé. Mais dans ce cas, comment se fait-il qu'il ait été si facile de leur faire changer leurs habitudes? Pour que les gens changent, il ne faut pas leur parler de vivre plus sainement, mais leur dire par exemple: la prochaine fois que vous serez au rayon des laitages, prenez une bouteille de lait écrémé plutôt qu'une bouteille de lait entier. Vous avez maintenant un aperçu du processus que nous allons décomposer en 3 parties dans ce livre et qui pourra vous guider dans n'importe quelle situation appelant un changement d'habitude. 1. Donner une direction précise au conducteur. Ce qui semble être de la résistance n'est souvent qu'un manque de clarté. Indiquer une direction très claire. Pensez au lait écrémé. 2. Motiver l'éléphant. Ce qui passe pour de la paresse est souvent de l'épuisement. Le conducteur ne peut imposer longtemps sa volonté par la force. Il est indispensable de solliciter le côté émotionnel des gens, d'obtenir la coopération de l'éléphant. Pensez à l'étude sur les biscuits et les radis et à la table recouverte de gants. 3. Tracer le chemin. Ce qui semble être un problème de personne est souvent un problème de situation. Nous désignons la situation, y compris l'environnement ou le contexte, par le terme de chemin. Tracer le chemin pour augmenter les chances que le changement réussisse, indépendamment du conducteur et de l'éléphant. Pensez à l'effet d'une réduction de la taille des gobelets de pop-corn. Nous avons créé ce processus à l'attention des lecteurs dont l'ascendant et les ressources ne sont pas illimités. Un PDG, par exemple, peut revendre une filiale, licencier des salariés, faire fusionner des équipes, et un dirigeant politique peut faire passer une loi ou imposer une sanction pour que quelque chose change. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas ces possibilités. Certes, cela nous rendrait la vie plus facile si nous pouvions dire à notre fils: si tu ne sors pas la poubelle ce soir, tu es viré. Dans ce livre, nous ne nous étendrons pas sur ce genre de mesures structurelles. Si nous espérons que notre approche vous sera utile, nous sommes conscients, et il faut que vous le soyez aussi, qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle. D'une part, cette approche est incomplète. Nous avons délibérément laissé de côté un certain nombre de grandes idées sur le changement afin de mettre au point un processus assez simple pour être pratique. D'autre part, il existe une bonne raison pour laquelle un changement peut être difficile. Le monde ne va pas toujours dans le sens que vous souhaitez. Vous voulez changer la façon d'agir des autres, mais ils ont leur mot à dire. Vous pouvez amadouer, influencer, inspirer ou motiver les gens. Mais il arrive qu'un salarié préfère perdre son emploi plutôt que de renoncer à ses habitudes dans lesquelles il se conforte. Il arrive qu'un alcoolique veuille continuer à boire, quelles que puissent être les conséquences. Par conséquent, nous ne promettons pas de rendre le changement facile, mais nous pouvons au moins le rendre plus facile. Notre objectif est de vous enseigner une méthode fondée sur plusieurs dizaines d'années de recherche scientifique, qui soit assez simple pour que vous l'assimiliez et assez souple pour que vous puissiez l'appliquer dans diverses situations, en famille,
au travail, dans votre vie sociale, etc. Pour changer un comportement, vous devez diriger le conducteur, motiver l'éléphant et définir le chemin à suivre. Si vous êtes capable de faire les trois à la fois, vous pourrez réaliser des changements considérables, même si vous ne disposez que d'un pouvoir et de ressources limitées. Pour en avoir la preuve, il suffit de s'intéresser à Donald Berwick, un homme à qui l'on doit une véritable révolution dans le domaine de la santé. En 2004, Donald Berwick, médecin et PDG de l'Institute for Healthcare Improvement, IHI, avait son idée sur la façon dont il était possible de sauver de nombreuses vies humaines. Les chercheurs de l'IHI avaient analysé le système de soins avec des outils d'analyse similaires à ceux utilisés pour contrôler la qualité des voitures qui sortent d'une chaîne de montage. Ils avaient constaté que le taux de défaut atteignait 10%, ce qui signifiait par exemple qu'un patient sur 10 n'obtenait pas les médicaments appropriés dans le délai prescrit. Ce taux d'erreur est extrêmement élevé, surtout si l'on sait que dans beaucoup d'industries, on a réussi à réduire le taux d'erreur aux alentours de 1 pour 1000, et souvent même à une valeur bien inférieure. Berwick savait pertinemment que c'était des dizaines de décès par an qui pourraient être évités. L'idée de Berwick était de faire profiter les hôpitaux des mêmes progrès qui avaient déjà été accomplis dans d'autres secteurs. Ne pourrait-on pas réaliser une transplantation d'organes avec autant de précision et de fiabilité qu'on savait produire une Toyota? Dans le milieu de la recherche, pratiquement personne n'était prêt à contester cette idée. Et cependant, la situation stagnait. Avec seulement 75 salariés, l'IHI ne semblait pas de taille à imposer un quelconque changement à grande échelle. Mais il en fallait davantage pour décourager Berwick. Le 14 décembre 2004, lors d'un important congrès, Berwick prononça un discours dans une salle remplie d'administrateurs d'hôpitaux. « Voici ce que je pense que nous devrions faire. Je pense que nous devons sauver 100 000 vies, et je pense que nous devons le faire d'ici le 14 juin 2006, dans 18 mois. Des vies, ce n'est pas un nombre, et bientôt n'est pas une date. Le nombre, c'est 100 000, et la date, c'est le 14 juin 2006, à 9 heures du matin. » Le public en fut abasourdi. L'objectif semblait irréaliste, mais Berwick était sérieux et déterminé. Avec sa petite équipe, il était prêt à réaliser l'impossible. l'IHI proposa 6 interventions spécifiques pour sauver des vies. Par exemple, il fut demandé aux hôpitaux d'adopter une série de procédures établies pour le traitement des patients nécessitant un respirateur artificiel afin d'éviter qu'ils attrapent une pneumonie, une cause fréquente de décès évitable. Une des procédures consistait à relever la tête du patient d'un angle compris entre 30 et 45 degrés pour éviter que les sécrétions orales entrent dans le tube. Naturellement, tous les administrateurs d'hôpitaux approuvèrent l'objectif de sauver des vies. Mais pour l'atteindre, il allait falloir surmonter un certain nombre d'obstacles. D'une part, pour qu'un établissement réduise son taux d'erreur, il fallait déjà que son administration reconnaisse ce taux. Il fallait donc que les établissements de soins admettent que des patients mouraient par suite d'erreurs ou de négligence. Or, leurs avocats n'y étaient pas disposés. Berwick avait conscience de la réticence des hôpitaux à admettre leurs erreurs. Lors de son intervention du 14 décembre, la mère d'une fille morte à cause d'une erreur médicale était venue lui dire « Je suis un peu sans voix et je suis un peu triste parce que je me dis que si cette campagne avait eu lieu il y a 4 ou 5 ans, ma fille serait guérie. Mais je suis contente de participer car je sais que vous réussirez et parce que vous devez le faire. » Un autre invité, le président de la North Carolina State Hospital Association, avait déclaré « Depuis longtemps, un très grand nombre de gens ne veulent rien voir et il est temps d'agir. C'est aussi simple que cela. » L'IHI a fait en sorte qu'il soit facile de participer à cette campagne. Il suffisait que le responsable du centre de soins signe un formulaire d'1 page. Dans les 2 mois qui ont suivi le discours de Berwick, 1 millier d'hôpitaux se sont inscrits. Chaque fois qu'un hôpital s'inscrivait, l'IHI aidait cet hôpital
à adopter les nouvelles procédures en effectuant des recherches et en fournissant des méthodologies et une formation. Des téléconférences étaient organisées pour permettre des échanges et susciter un esprit de concurrence entre les administrateurs des hôpitaux. Les établissements qui faisaient figure de pionniers étaient incités à servir de mentors à ceux qui rejoignaient ce mouvement. Ce changement n'a pas été sans provoquer d'importantes mésententes. Il s'agissait de remettre en cause des habitudes prises depuis plusieurs dizaines d'années. Les nouvelles procédures irritaient souvent les médecins, qui les trouvaient trop contraignantes. Mais les résultats étaient visibles et incitaient d'autres établissements à faire de même. Au bout de 18 mois, c'est-à-dire l'échéance précise qu'il avait fixée, le 14 juin 2006 à 9 heures du matin, Berwick faisait une nouvelle apparition pour annoncer les résultats. Les hôpitaux ayant participé à la campagne des 100 000 vies ont évité environ 122 300 décès et, ce qui est aussi important, ont commencé à institutionnaliser de nouvelles normes de soins qui continueront de sauver des vies et de faire progresser les soins. Le public était ravi. Donald Berwick, avec ses 75 salariés d'IHI, avait réussi à convaincre des milliers de centres de soins qu'ils devaient réformer leur façon de travailler et, ensemble, ils avaient sauvé 122 300 vies humaines. C'était comme si l'on avait sauvé tous les habitants d'une ville française comme Metz. Donald Berwick et son équipe ont déclenché un changement qui a sauvé 100 000 vies humaines. Et cependant, Berwick ne détenait aucun pouvoir. Il ne pouvait pas changer la loi. Il ne pouvait pas démettre de leurs fonctions les administrateurs d'hôpitaux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il ne pouvait pas verser des primes à ceux qui acceptaient de suivre ses propositions. Les méthodes et les outils dont disposait Berwick sont ceux dont nous disposons tous. Tout d'abord, il a dirigé le conducteur de chacun de ses auditeurs. L'objectif était clair. Des vies, ce n'est pas un nombre, et bientôt n'est pas une date. Le nombre, c'est 100 000, et la date, c'est le 14 juin 2006 à 9 heures du matin. Mais cela n'aurait pas suffi. Il fallait qu'il aide les responsables des hôpitaux à comprendre comment ils pouvaient y parvenir. Et il ne pouvait pas se contenter de leur dire « faites un effort ». Il a donc proposé 6 mesures spécifiques, dont on savait qu'elles permettaient de sauver des vies, comme par exemple relever la tête des patients sous respirateur artificiel. En s'en tenant à ces 6 mesures, Berwick a fait en sorte d'éviter d'épuiser le conducteur en lui imposant des changements incessants. Ensuite, il a motivé l'éléphant chez ses interlocuteurs. Il a fait en sorte qu'ils éprouvent le besoin d'un changement. Parmi son auditoire, nombreux étaient ceux qui connaissaient le problème, mais cela ne suffisait pas pour qu'ils agissent. Berwick, lui, a confronté son public à une mère qui avait perdu sa fille à cause d'une erreur médicale. Je me dis que si cette campagne avait eu lieu il y a 4 ou 5 ans, ma fille serait guérie. Berwick a aussi pris soin de motiver ceux qui n'avaient pas assisté à sa présentation. Il a présenté à ses interlocuteurs non pas le défi de restructurer le système de santé ou d'obtenir la qualité totale pour les soins, mais le défi de sauver 100 000 vies humaines, un discours qui parle à l'éléphant qui est en chacun de nous. Enfin, il a défini le chemin à suivre. Il a fait en sorte que le changement soit plus facile à réaliser. Un formulaire d'1 page, des instructions étape par étape, une formation, des groupes de soutien et des mentors. Il a défini un contexte qui allait permettre plus facilement aux responsables hospitaliers de réussir cette réforme. Berwick savait aussi que ce type de comportement est contagieux. Il a utilisé une pression de groupe pour convaincre les centres de soins de participer à cette campagne. L'autre hôpital de cette ville s'est engagé à participer à sauver 100 000 vies humaines. Voulez-vous vraiment lui laisser cette supériorité morale? Il a aussi mis ceux qui avaient des difficultés à réaliser ces changements en relation avec ceux qui les avaient réussis, selon le principe des mentors chez les alcooliques anonymes. Il a ainsi créé un groupe de soutien. De grands changements sont possibles, même pour un seul homme. Dans ce livre, vous découvrirez l'expérience de personnes qui, comme Berwick, ont su réaliser d'importants changements tout en disposant de peu de ressources et de peu de pouvoir au sens formel du terme.
Vous découvrirez un entrepreneur qui a sauvé sa petite société en faisant de ses salariés sceptiques des champions du service à la clientèle. Un jeune homme qui, à peine terminé ses études supérieures, a sauvé une espèce menacée de disparition. Un patron qui a réussi à faire en sorte qu'un de ses collaborateurs cesse de se conduire comme un crétin. Et un thérapeute qui a su remettre dans le droit chemin des gens qui maltraitaient leurs enfants. Si vous souhaitiez qu'un changement se réalise dans votre famille, dans votre association humanitaire, dans votre entreprise ou dans la société, vous devez agir de 3 manières à la fois. En dirigeant le conducteur, en motivant l'éléphant et en définissant le chemin à suivre. Partie 1. Diriger le conducteur. Chapitre 1. Trouver les éléments prometteurs. Préférer une solution locale plutôt qu'importée. Le pouvoir des habitudes locales. En 1990, Jerry Sternin travaillait pour Save the Children, un organisme international qui vient en aide aux enfants dans le besoin et était chargé d'ouvrir un nouveau bureau au Vietnam. Le gouvernement de ce pays avait invité Save the Children à combattre là-bas la malnutrition. Mais Sternin avait reçu un accueil plutôt froid. Le ministre des Affaires étrangères lui avait fait savoir qu'au sein de l'équipe gouvernementale, on n'appréciait pas forcément sa présence, et avait ajouté « Vous avez 6 mois pour changer cela ». Sternin s'y était rendu accompagné de son épouse et de leur fils âgé de 10 ans. Aucun des 3 ne parlait vietnamien. Nous étions comme des orphelins à l'aéroport à notre arrivée au Vietnam, se souvient-il. Nous n'avions aucune idée de ce que nous allions faire. Ils ne disposaient que d'un personnel minimum et de maigres ressources. Sternin avait lu tout ce qu'il avait pu trouver concernant la malnutrition, généralement considérée comme la conséquence d'un ensemble de problèmes. L'assainissement était inachevé, la pauvreté pratiquement partout. Il n'y avait pas d'eau courante, et la population rurale était la plupart du temps ignorante en matière de nutrition. Selon Sternin, toute cette analyse était vraie, mais cependant vaine. Il y a des millions d'enfants qui ne peuvent pas attendre que ce problème soit réglé. S'il fallait en finir avec la pauvreté, purifier l'eau et mettre en place des systèmes d'assainissement avant de pouvoir lutter contre la malnutrition, on n'y parviendrait jamais. Surtout pas en 6 mois, avec pratiquement aucun budget. Sternin avait une meilleure idée. Il se rendit dans différents villages et fit former parmi les mères des équipes chargées de peser tous les enfants et de rassembler les résultats. Il leur demanda ensuite « Avez-vous trouvé des enfants très très pauvres qui seraient plus grands et en meilleure santé que la moyenne ?» Les mères, examinant les chiffres, firent « Co, co, co. Oui, oui, oui. Vous voulez dire qu'il est possible aujourd'hui, dans ce village, qu'une famille très pauvre ait un enfant bien nourri? Co, co, co. Alors allons voir ça. » L'idée de Sternin était d'identifier les éléments prometteurs, des efforts qui portaient leurs fruits, et qu'il serait bon d'encourager et de reproduire. Si, parmi les plus défavorisés, certains parvenaient à élever des enfants en bonne santé, cela signifiait que la malnutrition n'était pas inévitable. Par ailleurs, la simple existence d'enfants en bonne santé était l'espoir d'une solution pratique à court terme. Sternin savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose contre les causes fondamentales de la malnutrition. Mais s'il était possible que des enfants se portent bien, pourquoi ne serait-ce pas possible également pour tous les autres? Remarquons que Sternin s'adressait au conducteur, chez ses mères, et qu'il s'efforçait de diriger ce conducteur. La question de savoir quoi faire pour qu'un enfant soit en meilleure santé était trop générale, et il n'était pas possible d'y répondre sur le champ. Il n'avait pas besoin de s'adresser à l'éléphant, car ce qu'il manquait à ses mères, c'était la direction, pas la motivation. Il s'agissait moins de savoir quoi faire que de savoir comment le faire. Sternin proposait ainsi de réfléchir non pas à ce que c'est la malnutrition,
mais à ce que faisaient ces mères qui parvenaient à garder leurs enfants en bonne santé. Tout d'abord, il s'agissait d'écarter les exemples atypiques, non reproductibles, comme le cas d'un garçon recevant des compléments alimentaires d'un oncle au gouvernement. Il fallait aussi faire la synthèse des idées reçues concernant l'alimentation des enfants. Les entretiens avec les mères, les pères, les grands frères, les grandes sœurs et les grands-parents permirent de constater que la collectivité se conformait à des normes simples. Les enfants avaient droit à 2 repas par jour, comme le reste de la famille. Et leur nourriture était appropriée, des aliments mous et purs, par exemple du riz de meilleure qualité. Fort de leur connaissance de ces normes, Sternine et son groupe de mères rendirent visite aux familles des enfants bien nourris et observèrent la façon dont le foyer était tenu. Cela leur permit de faire quelques découvertes. D'une part, ces mères donnaient à leurs enfants 4 repas par jour. Elles leur donnaient la même ration quotidienne, mais répartie sur 4 repas au lieu de 2. Il s'avérait que c'était une erreur de donner aux enfants 2 repas consistants, leur estomac ne pouvant pas traiter une telle quantité de nourriture en une fois. La façon de les nourrir était aussi différente. Alors que la plupart des parents pensaient que leurs enfants étaient capables de puiser la nourriture dans le récipient commun en fonction de leurs propres besoins, les enfants en bonne santé étaient nourris de façon plus active, à la main. On les encourageait même à manger quand ils étaient malades, ce qui n'était pas le cas pour tous. Plus intéressant peut-être, les enfants en bonne santé mangeaient différentes sortes d'aliments. Les mères ramassaient des petits crustacés dans les rizières et les mélangeaient au riz qu'elles donnaient à leurs enfants. Dans la collectivité, les adultes mangeaient ces crustacés, mais ne les considéraient pas comme faisant partie d'une alimentation appropriée pour leurs enfants. Ces mères ajoutaient aussi à la mixture des feuilles de patates douces, considérées comme un aliment de second choix. Ces innovations diététiques, même si elles pouvaient paraître curieuses, avaient un effet remarquable. Elles apportaient aux enfants les protéines et les vitamines dont ils avaient réellement besoin. Venant de l'extérieur, Sternine n'aurait jamais pu anticiper ces pratiques. Il ne connaissait rien aux feuilles de patates douces. Il s'agissait d'une solution locale tirée de l'expérience. Et c'est ce qui la rendait réaliste et durable. Cependant, il ne suffisait pas d'avoir découvert la solution. Encore fallait-il faire adopter ces habitudes par les autres mères. À la place de Sternine, la plupart des gens auraient été tentés de faire une annonce, de réunir le village et de formuler des recommandations. « Venez, venez tous et écoutez bien, j'ai étudié votre problème et j'ai maintenant la réponse. Voici mes 5 règles pour combattre la malnutrition. » Sternine procéda autrement. « La connaissance ne change pas les comportements, disait-il. Nous avons tous déjà vu des psychiatres fous, des médecins obèses et des conseillers matrimoniaux divorcés. Il s'agissait non pas de parler aux mères de nutrition, mais d'arriver à ce qu'elles adoptent les bonnes méthodes. On mit alors au point un programme. 50 familles d'enfants mal nourris, par groupe de 10, devaient se rencontrer chaque jour quelque part pour y préparer à manger. Ces familles devaient apporter des crevettes, des crabes et des feuilles de patates douces. Avant de faire ensemble la cuisine, les mères devaient se laver les mains en utilisant du savon. D'après Sternine, elles découvraient ainsi une nouvelle façon de faire et de penser. Mais surtout, ce changement était le leur. Il se fondait sur un savoir et une culture propre à leur village. Le rôle de Sternine avait simplement été de les aider à comprendre qu'elles pouvaient elles-mêmes triompher de la malnutrition. En organisant ces groupes de cuisinières, Sternine s'était occupé aussi bien du conducteur que de l'éléphant. Il s'était occupé du conducteur en donnant des instructions très précises. Voici comment préparer un bon repas avec des crevettes et des feuilles de patates douces. Il avait aussi donné de l'espoir à l'éléphant. Il y a un moyen de faire que mon enfant soit en meilleure santé, et ce n'est pas si difficile, c'est à ma portée. Le chemin importait également. À partir du moment où les mères étaient nombreuses à agir, la pression sociale continuait à être forte.
les séances de cuisine avaient fait changer la culture du village. Cette méthode, consistant à exploiter les éléments prometteurs, permet d'éviter le problème que poserait une solution importée. Imaginez les réactions du public français si un dirigeant politique proposait d'adopter le système de santé américain ou l'inverse. Nous avons tous tendance à penser que nous sommes les plus intelligents. En recherchant des éléments à valoriser dans le village même, Sternin faisait en sorte que la solution soit locale plutôt qu'importée. La tâche aurait été bien plus difficile s'il avait tenté d'implanter un système provenant d'un autre village. Ses interlocutrices auraient sans doute protesté. Elles auraient dit que les habitants de l'autre village sont différents, que leur propre situation est plus compliquée, que la solution de l'autre village n'est pas applicable ici, etc. Trouver sur place des éléments prometteurs permet donc de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Il n'y a là rien de surprenant, sachant que pour réussir à changer, il faut coordonner les trois parties, le conducteur, l'éléphant et le chemin. Dans ce livre, nous traitons d'une seule partie à la fois, mais en n'omettant jamais de rappeler que ce qui concerne le conducteur, par exemple, ne sera pas sans influence sur l'éléphant ni sur le chemin. Il est rare que les concepts ne soient pas interdépendants. 6 mois après l'arrivée de Sternin dans ce village du Vietnam, 65% des enfants étaient désormais mieux nourris. Par la suite, quand des chercheurs de l'école de santé publique de l'université Emory sont allés au Vietnam pour y recueillir des données, ils ont constaté que même des enfants qui n'étaient pas nés au moment où Sternin était reparti se portaient aussi bien que ceux qui avaient bénéficié directement de l'action de Sternin. Le changement avait perduré. Ce succès a commencé à s'amplifier, comme l'explique Sternin. Nous avons pris les 14 premiers villages à différentes phases du programme et nous en avons fait un laboratoire social. Des gens qui voulaient reproduire ce modèle de nutrition sont venus de tout le Vietnam. Tous les jours, ils sont allés étudier dans cette université vivante, dans ces villages, pour toucher, sentir, renifler, observer et écouter. Ils se sont ainsi formés, puis ils sont retournés dans leur village où ils ont appliqué ces recettes jusqu'à ce que cela fonctionne. Ce programme s'est étendu à 2,2 millions de Vietnamiens dans 265 villages. Notre université vivante est devenue un modèle à l'échelon national pour apprendre aux villageois à lutter contre la malnutrition au Vietnam. Cette histoire est un bel exemple d'héroïsme. Avec un budget minuscule, Sternin et sa petite équipe de gens convaincus ont réussi une formidable avancée contre la malnutrition. C'est d'autant plus remarquable qu'ils n'étaient pas des spécialistes. Ils n'étaient pas arrivés avec des réponses, mais seulement avec une profonde foi dans le pouvoir des éléments prometteurs. Les éléments prometteurs tracent le chemin. Le conducteur qui est en nous présente un certain nombre de points forts. Il réfléchit, il prévoit, et il peut infléchir le futur dans un sens positif. Cependant, comme on l'a vu, le conducteur a aussi un affreux point faible, une tendance à faire du surplace. Il adore contempler, analyser et, pire, il dirige presque toujours son analyse vers les problèmes plutôt que vers les éléments prometteurs. Vous vous souviendrez facilement d'une conversation avec une de vos amies qui ressassait de façon quasi obsessionnelle sa dernière dispute avec son mari. Mais pouvez-vous vous rappeler du jour où un ami avait consacré ne serait-ce que quelques minutes à analyser la raison pour laquelle quelque chose fonctionnait bien? Bien sûr, de telles qualités d'analyse peuvent être très utiles. Nombreux sont les problèmes qu'une bonne analyse permet de résoudre. Cependant, lorsqu'un changement s'impose, trop d'analyse peut tuer l'effort. Le conducteur aura tendance à voir trop de problèmes et à consacrer trop de temps à les analyser. Dans l'exemple de Jerry Sternin, des dizaines de spécialistes avaient analysé la situation du Vietnam. Le conducteur en eux
n'avaient cessé de réfléchir aux problèmes de l'acheminement de l'eau, de l'assainissement, de la pauvreté et de l'ignorance. Ils avaient rédigé des avis, des comptes rendus de recherche et des plans de développement, mais n'avaient rien changé du tout. Dans les moments difficiles, le conducteur voit des problèmes partout, et bien souvent l'analyse le paralyse. Le conducteur tourne en rond indéfiniment, sauf si on lui donne une direction claire. C'est pourquoi il importe de pouvoir le diriger, lui montrer vers quoi tendre, comment agir, quelle destination suivre. C'est pour cela qu'il est si important d'identifier les éléments prometteurs. Ces éléments constituent la meilleure chance de pouvoir diriger le conducteur et de réussir à faire changer les choses. Ou trouver des solutions quand tout semble perdu. « L'école, ça craint », disait Bobby, un élève de 3e. John G. Murphy, le psychologue de l'école, était déjà surpris que Bobby soit venu le voir. 7 de ses professeurs l'avaient adressé à un psychologue en raison de sa mauvaise conduite. Il était toujours en retard, faisait rarement ses devoirs, perturbait les cours et proférait souvent des menaces contre ses camarades dans les couloirs de l'établissement. La vie privée de Bobby n'était pas moins chaotique. Il avait été baladé à maintes reprises entre divers foyers d'adoption et établissements spécialisés et était signalé depuis un moment comme individu à problème, comme son père. Il faisait l'objet d'un suivi des services sociaux. Au moment où il était venu consulter Murphy, il risquait d'être placé dans un autre centre spécialisé en raison de ses problèmes scolaires. Murphy était pratiquement impuissant. Il n'avait aucun moyen d'améliorer la situation de Bobby, et le temps jouait contre lui. Dans le meilleur des cas, il pourrait passer 1 heure avec Bobby de temps à autre. Mais il ne pouvait pas le récompenser en cas de bonne conduite, ni le punir dans le cas contraire. Sans compter qu'une punition n'aurait sans doute pas été efficace, sachant que Bobby se retrouvait souvent dans le bureau du principal au milieu de la matinée, pour des raisons de sanctions disciplinaires, sans que son comportement change pour autant. Ignorant les propos de Bobby sur le fait que « l'école, ça craint », Murphy avait engagé la conversation avec lui et lui avait posé quelques questions inhabituelles. Ainsi avait commencé une série de conversations qu'ils allaient avoir. 3 mois plus tard, on pouvait constater un changement notable. Le nombre de fois où Bobby était envoyé chez le principal avait diminué de 80%. Bobby n'était pas devenu un parfait scout, mais les services sociaux avaient jugé que ce progrès était suffisant pour qu'il ne soit pas nécessaire de le transférer vers un établissement spécialisé. Bobby, délinquant chronique, était devenu un délinquant occasionnel. Ce progrès avait eu lieu simplement grâce à quelques heures de conversation avec un psychologue. En quoi avaient donc consisté ces conversations? À se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, comme nous allons le voir maintenant. Attachez-vous à la solution plutôt qu'au problème. L'exemple de la thérapie brève centrée sur les solutions, TBCS. Il s'agit d'une méthode inventée à la fin des années 1970 par un couple de thérapeutes, Steve de Chazer et Inso Kimberg, et leurs collègues au Brief Therapy Center à Milwaukee. Ces 2 chercheurs sont connus pour avoir mis l'accent sur les solutions et sur la question du miracle, que nous abordons par la suite. Cette méthode est radicalement différente des autres thérapies traditionnelles. Avec la psychothérapie classique, vous et votre thérapeute réfléchissez ensemble à votre problème. Il s'agit de savoir quelles en sont les origines et s'il est lié à un événement survenu dans votre enfance. C'est un peu comme l'archéologie. Vous creusez pour trouver quelque chose qui est enfoui et qui pourrait expliquer la manière dont vous vous comportez. Or, creuser dans le passé demande du temps. Une psychanalyse freudienne type peut demander 5 ans de travail, à raison d'1 ou 2 séances par semaine, et au bout de 5 ans et de 50 000 €, vous découvrez que tout est de la faute de votre mère. Les praticiens de la TBCS, au contraire, ne s'occupent absolument pas de l'archéologie. Ils ne vont pas rechercher des indices dans votre enfance dont ils n'ont que faire. Tout ce qui compte pour eux, c'est la solution du problème que vous leur présentez. Michelle Weiner Davis, thérapeute de couple,
avait reçu initialement une formation de psychanalyste classique. Comme tous les psychanalystes, elle pensait que les expériences de la petite enfance engendraient des traumatismes irrésolus, qui étaient alors